10 des gens de la population mondiale, 10 ça a l'air, croient à la légende de la fin du monde annoncée par les Mayas. C'est quand même une personne sur 10. C'est assez hallucinant. On va parler de tout ça avec Jérôme Landry, qui est toujours avec nous. Mathieu Bock-Côté, sociologue et aussi chroniqueur, blogueur pour le Journal de Montréal. Chers messieurs, ça a l'air que l'Australie, ils sont déjà demain, là. Ils sont déjà le 21 en Australie, puis ça a l'air qu'il s'est rien passé. Tout est correct là-bas? Parfait. C'est encourageant. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mathieu, comment on peut... De tout temps, on a tout le temps été fasciné, obsédé par ces scénarios de fin du monde, ces scénarios catastrophes. Comment on peut expliquer ça? J'écrivais un papier là-dessus il y a quelques jours en disant c'est une vieille crainte qui remonte. Si on fait un peu l'histoire du christianisme, les premiers contemporains du Christ, ceux qui suivaient Jésus, étaient persuadés que le monde allait... Ils reprenaient une vieille prophétie au cœur de la culture juive. Ils disaient le monde va finir. L'Apocalypse est pour bientôt d'une certaine manière. Et ils suivent le Christ persuadés que ça va arriver bientôt et qu'ils sont donc les élus. Eux vont survivre à la catastrophe. Il va y avoir une grande déception d'une certaine manière. Quand on lit une histoire du christianisme, on note une déception chez les premières générations de chrétiens qui se disaient « on est privilégiés, ça va arriver » et ça n'arrive jamais. Donc, le mythe de l'Apocalypse, le mythe de la fin du monde, finalement, va être récupéré culturellement, va être traduit d'une époque à l'autre, de mille et une manières. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la peur profonde de notre propre mortalité. Comment apprivoiser notre propre mortalité? Nous mourrons un jour et le monde nous survivra. Y a-t-il une manière de faire en sorte que ça n'arrive pas? Le monde pourrait finir en même temps que nous. Puis il y a aussi, tout simplement, je crois, cette espèce de crainte de spiritualité gnangnan qui survit aujourd'hui dans la culture contemporaine. Les gens croient au talisman, les gens croient aux cristaux guérisseurs. Et il y a aussi, s'il y a une espèce de prophétie exotique qui nous annonce que le monde va se terminer, n'est-ce pas d'une certaine manière rassurant? Donc c'est toute une série de croyances qui circulent à l'intérieur de ça, récupérées par l'industrie du cinéma, récupérées par la culture populaire. Et le constat, c'est que des gens croient que demain matin ou après-demain, on ne se réveillera pas. Vous pouvez d'ailleurs nous téléphoner à la maison et nous dire ce que vous en pensez de tout ça. Ça nous a donné de très mauvais films, ce genre de légende-là. Hein. Je pense que j'ai jamais vu un bon film de fin du monde. C'est souvent... C'est quand tu vois un film sur l'apocalypse, sur les catastrophes, tu es convaincu que ça va être un nanar incroyable. Jérôme, mais les nouveaux... Les écologistes parlent de ça quasiment à la fin du monde. C'est eux autres les nouveaux prophètes là, des catastrophes. Ben oui, il y en a qui... En tout cas, il y en a qui nous la prédisent par notre faute en plus, parce qu'on brise la planète et qu'on émet des gaz à effet de serre. Écoute, mais moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis quelques jours. Je t'avoue que je suis un peu tanné d'entendre parler de ça. J'ai hâte qu'on soit rendu au 23 ou au 22 pour entendre parler d'autres choses. Mais moi, il y a quelque chose qui me fascine, puis je voyais ça sur vos ondes un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est ceux qui se préparent à la fin du monde, qui accumulent des denrées, qui accumulent même des armes dans certains cas. On dit que la mère du tireur fou à Newtown, au Connecticut, se préparait elle aussi à des catastrophes naturelles et à la fin du monde, peut-être en théorie. Ces gens-là qui accumulent des denrées, des armes et qui doivent vivre une anxiété épouvantable depuis quelques jours. Pour ces gens-là, ça a des conséquences réelles sur leur santé mentale, sur leur quotidien. Ça doit être assez étouffant à vivre d'avoir ces idées-là, ces pensées-là. Tout à fait. On a François au bout du fil. François, on vous écoute. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous attendez la fin du monde? Ben moi, j'attendais cette date-là pour voir justement la réaction des gens, parce que je me rends compte que les médias, depuis un an ou deux, et aussi les compagnies qui font des films, se servent de cette date-là finalement pour créer une genre de petite terreur face à cette date-là. Même les Mayas qui sont venus au folklore de Drummondville sont venus nous avertir de cette date-là, qu'il fallait qu'on change notre conscience commune, puis qu'on devienne des bonnes personnes, ou on restait corrompu et dans la méchanceté, puis on allait se faire punir par la nature. Mais ils parlaient pas de fin des temps, là. C'est juste la fin de ce calendrier-là, puis les bacs-temps, ils continuent après ça. C'est juste qu'il faut qu'on change notre conscience sociale, dans le fond, puis qu'on devienne meilleur. Puis ça a donné avec l'alignement planétaire du centre de notre galaxie, en fait, ça nous rappelle, Soleil et de nous-mêmes. Merci. Ce qui faisait qu'eux autres, peut-être, attendaient une grosse explosion solaire qui pourrait éteindre, en tout cas, notre électricité. Merci beaucoup, François. Jessica Michaud nous a écrit sur notre page Facebook. Elle dit « Personnellement, je peux pas croire à une fin du monde qui a été prédite par un peuple qui croyait que s'arracher le cœur allait amener la pluie. » Elle parle des Mayas. Hey, mais j'ai une théorie, Mathieu Bock-Côté. Je vais la tester sur toi.
Pourquoi on est si fasciné par la fin du monde? Nous sommes tous différents sur Terre, puis on a tous des conflits entre nous, puis tu sais, il y a des cultures différentes et des langues différentes, puis des religions différentes et tout ça. Mais face à la fin du monde, on oublie nos différences, nous devenons tous humains. C'est une façon de nous rapprocher tout le monde et d'oublier ce qui nous distingue, plutôt de penser à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire on est tous des êtres humains et on va tous mourir. Ben, je crois que c'est la version gentille du charmant frisson apocalyptique, hein? C'est-à-dire l'universalité de la mort nous rapproche chacun. Bon, peut-être, c'est probablement, je ne sais trop qui disait qu'il y avait deux certitudes dans ce bas monde, hein? La fiscalité et la mort. Et bon, donc, effectivement, il y a une universalité là-dedans, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez singulier aussi. Il y a ceux qui, bon, on parle de la fin du monde, il y a ceux qui souhaitent ce genre de catastrophe. Hein? Oui. Ils nous disent, c'est la version écolo, on le disait tantôt, notre humanité s'est corrompue dans le développement industriel, et avec la fin du monde, enfin, on reviendra à une connexion plus saine avec la nature. Il y a ceux qui souhaitent le boom économique, le clash économique, qui disent, on s'est noyé dans la croissance, et là, on va enfin se délivrer de la société de surconsommation en se reconnectant aux besoins primaires. Donc, un désir d'apocalypse qui est contenu dans certains courants politiques. Tout à fait. On continue. Jérôme, hold your thought, comme disent les Anglais. On va à la pause. On attend toujours vos appels sur la fin du monde. On reprend la conversation après la pause. Alors, dans quelques heures, le ciel va nous tomber sur la tête, comme sur les Gaulois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Christian au bout du fil. Comment vous expliquez, Christian, notre fascination pour les scénarios catastrophes? On vous écoute. En partant, ton émission est super bonne. Merci. Et puis, tu portes un bon nom, franchement. Fait que, mais je te dirais que à l'an 2000, c'était supposé là, que la boule arrêtait de tourner, puis que les ordinateurs plantaient, puis que le système, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis je pense que ça marche encore. Puis je trouve ça de valeur que j'ai pas réussi à avoir d'enveloppe brune durant 2000 aller jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense que je t'inviterais à un party avant que la planète à pète. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a bien du monde qui sont déconnectés, là. Puis il serait à peu près temps que le monde se réveille puis commence à vivre jour le jour, puis que qu'on arrête de sortir toutes sortes d'affaires comme qu'il sortent dans le moment. Merci, Christian. Jérôme, le bug de l'an 2000. Il me semble que c'était pire, parce que le bug de l'an 2000, c'était pas des coucous qui nous annonçaient ça, c'était des scientifiques. Là. Ils disaient, là, ça va vraiment se passer, puis c'est pas une blague, puis tout ça. Bien, dans les ministères, je pense, dans les ministères du gouvernement, il y avait eu des avertissements. Je sais qu'il y a des gens qui étaient stand-by dans les ministères pour être bien certains qu'il n'allait pas avoir de bugs informatiques, mais il pouvait y avoir peut-être une raison, je te dirais, une raison un peu plus concrète de penser qu'il allait peut-être pouvoir se passer quelque chose. Je te dis pas que le 31 décembre 99, que j'étais stressé puis que j'avais peur que la Terre arrête de tourner ou qu'il se passe des catastrophes naturelles épouvantables, mais il y avait peut-être une petite raison légitime de craindre qu'il y ait certains problèmes informatiques avec certains systèmes, même s'il n'y en a pas eu. Mais là, ça ne repose pas sur grand-chose. On disait qu'il y a des avions qui pouvaient tomber en plein vol. On allait loin. Tout notre argent en banque, c'est-à-dire, ce serait effacé, les comptes à zéro, les comptes de banque et tout ça. Finalement, Mathieu, il ne s'est rien passé. Ça, c'était l'obsession aussi du chiffre rond, en 2000. Ben, c'est le besoin de croire à une catastrophe. On dirait presque que ça appartient au genre humain. Hein, rappelez-vous, le Club de Rome, qui était ce groupe qui rassemblait des écologistes, des scientifiques, des hommes politiques, qui nous prédisaient, je crois, dans les années 50 ou 60, la fin de la vie humaine valable dans les années 80. Donc, la prophétie d'une catastrophe prochaine est une constante. Et l'autre constante, c'est qu'elle n'arrive jamais. Mais on dirait que l'être humain a besoin de croire à ça pour, comme je dis, se donner le frisson morbide de l'apocalypse, et aussi pour se dire, c'est peut-être simplement une pédagogie de la mortalité, puis changeons nos consciences. Donc peut-être une fonction positive à travers tout ça. Puis n'oublions pas la société du spectacle qui a besoin de mettre en scène toujours des événements catastrophes pour s'exciter elle-même. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui relèvent de la psychologie élémentaire. Cathy au bout du fil, on vous écoute, Cathy. Oui, allô? Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous êtes très, très bon à votre émission. Écoutez, merci. Je peux pas dire que j'y crois, je peux pas dire que j'y crois pas. Par contre, je peux dire que ça me fait vraiment peur. Ça vous fait peur? Oui, absolument. J'ai des choses de près, au cas où même. Il y a tellement de monde qui parle de tout ça, ça vient par créer... Mais qu'est-ce que vous avez préparé, là? Du linge, des denrées, des choses comme ça, au cas où.
Comme je dis, je peux pas dire j'y crois ou j'y crois pas, mais j'espère tellement que ça l'arrivera. Mais là, donc, ce soir, vous allez avoir de la misère à dormir. Ah, ben, j'ai eu de la misère à dormir toute la semaine, même. Ça a l'air peut-être ridicule, mais oui. Ben, écoutez, on va être là en ondes demain à 12h30. Hein? Vous pourrez regarder l'émission. Il va se passer strictement rien, j'en suis convaincu. Bon, merci. Ben, j'espère. Merci beaucoup. Merci, André, au bout du fil. André, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, écoutez, moi, je suis allé voir les Mayas il y a plusieurs années. J'ai vu le pyramide, j'ai vu les œuvres. Et puis, c'est vrai qu'ils avaient une technologie. Et puis, ils ont laissé dans la pierre beaucoup de choses concernant l'astrologie, puis d'autres choses qu'on interprète comme étant des équipements extraterrestres, et puis tout ça. Par contre, je suis un petit peu forcé aujourd'hui de faire un peu un parallèle avec, disons, la loi qui a été passée en 1700 là, concernant le deuxième amendement et les armes à feu. C'était approprié à cette époque-là. La même chose pour les Mayas. C'était pour eux autres une totale réalité qu'il y avait des choses écrites dans le ciel parce que c'était le plus grand loisir d'observer le ciel. Puis ils l'ont démontré, ils l'ont écrit dans la pierre et ils ont tiré des conclusions ils ont un vrai sens. Pour eux autres, vraisemblable. ça faisait sens pour eux autres à leur époque, mais il ne faut pas nécessairement transposer ça. Merci beaucoup. Ça. Merci André. Mathieu, on n'arrête pas de nous dire que le monde va de pire en pire. Regarde bien ça. On n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais vécu aussi en santé. Il y a de moins en moins de guerres. Il y a de moins en moins de meurtres qu'avant. Écoute, avant, là, c'était, il y a des gens qui se faisaient manger par des lions dans des forums et tout ça. La vie s'améliore, mais on ne cesse de nous raconter que ça va de pire en pire. Oui. Comme si on voulait une catastrophe. Ben, Louis Powell parlait dans les années 70, je crois, de la sinistrose. C'est-à-dire cette espèce de grand écart entre une société aux progrès technologiques, aux progrès médicaux incroyables, et qui, de l'autre côté, est persuadée qu'elle court à la catastrophe. Et je crois qu'à travers ça, il y a une espèce de mythe qui continue de faire du mal à nos sociétés. C'est l'idée d'une pureté originelle. Hein? C'est-à-dire quand l'homme était simple, quand l'homme n'avait pas de besoin, quand l'homme vivait tout proche de ses animaux, des chèvres et des lapins, l'homme était plus heureux. Et comme si le progrès de la civilisation dénaturait notre humanité. Ça, c'est quand même une idée étrange qui revient en boucle, comme s'il y avait l'idée qu'on devait faire table rase puis repartir à neuf. Et j'ai l'impression que cette sinistrose, ce désir de croire qu'on va en finir, eh bien, ça alimente notre culture pour le pire. Jérôme, avant, il y avait des coucous qui se promenaient dans les villages puis qui disaient « Respectez la parole de Dieu, sinon la foudre va s'abattre sur vous. » Maintenant, c'est les écolos, c'est eux qui disent « Il faut que vous changiez vos habitudes, sinon les glaciers vont fondre. » Ben, c'est une vraie religion, Richard. La religion environnementale, la religion verte, là, ça a remplacé les curés pour bien du monde dans les pays occidentaux. On dirait qu'on n'a pas de vrai problème, donc on s'intéresse à ça, on se réfugie derrière ça. Puis il y a peut-être un peu d'ennui là-dedans. Est-ce qu'on s'ennuie dans les pays occidentaux quand on se met à croire comme ça à la fin du monde? Il y a peut-être de l'ennui, de la détresse. Pourquoi il y a des gens qui suivent Marcel Pontbriand aux États-Unis alors que lui, il dit qu'il va y avoir la fin du monde, puis il faut sauver des armes et tout ça? Il y a de l'ennui là-dedans, il y a un peu de détresse aussi, il y a un vide que les gens semblent vouloir combler avec des histoires de ce genre-là. Là. Mais je crois que nos sociétés n'ont plus de grandes croyances structurantes. Hein. Il y avait le christianisme pendant longtemps qui jouait ce rôle-là, qui intégrait la société, qui intégrait dans un monde de croyances stables, durables. Tout s'est effondré de ce point de vue. Alors chacun désormais magasine ses croyances qui cadrent avec ses désirs singuliers. Donc multiplication des sectes, multiplication des croyances loufoques, diffusion du surnaturel. Notez bien, il y a de bonnes chances que ceux qui croient à la fin du monde dans quelques jours croient aussi que les pyramides égyptiennes ont été conçues par des extraterrestres, croient aussi qu'en s'achetant un talisman, on va guérir son cancer et ainsi de suite. Il y a un marché aujourd'hui de la croyance loufoque qui correspond à l'effondrement de certaines valeurs, de certaines institutions qui étaient présentes dans nos sociétés longtemps. Moi, ma peur que j'ai peur, je vais vous le dire, mais ma peur que j'ai, c'est pas que la fin du monde arrive demain, c'est que j'ai peur à des affaires comme des suicides collectifs. Voilà. Oui, les croyances influencent les gens. Des affaires débiles comme ça, Jérôme. Ils ont été obligés de fermer l'accès à une montagne là, dans un des pays en Amérique du Sud là, parce qu'ils craignent que les gens... Parce qu'il y a certains pays, tu parlais de 10 tantôt, là, il y a certains pays où la croyance de la fin du monde est plus élevée que ça. On craint qu'il y ait des gens qui se lancent en bas de certains endroits. Et ça, c'est peut-être... Je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais ça, c'est le genre de chose, effectivement, qui est beaucoup plus inquiétante que la vraie fin du monde, à court terme, en tout cas. Là. Totalement. Après la pause, devrait-on permettre le port du niqab dans les cours de justice?
Alors, la Cour suprême a statué que le port du niqab devrait être permis dans les cours de justice. Le niqab, on le rappelle, c'est ce voile qui vous couvre complètement le visage, qui ne laisse que paraître les yeux par une petite fente. C'est le voile qui vous transforme en ninja, finalement. Là. Alors, donc, ça va être permis. Jérôme, ça veut dire que si Batman s'en va témoigner, il va pouvoir garder son masque. Comme ça, personne ne saurait que c'est Bruce Wayne. Bien, c'est ça. Écoute, cette cause-là, je la trouve très intéressante et je trouve que cette cause-là se démarque des autres causes d'accommodement qu'on a entendues au fil des années. Premièrement, là, moi, la vie privée des gens, les libertés individuelles, pour moi, c'est extrêmement important. Moi, quelqu'un qui veut porter des signes religieux, quels qu'ils soient, dans sa vie privée, à la maison, à domicile, moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucun problème. Par exemple, quand il est question de l'État, quand il est question du secteur public, je pense que, tu sais, au Québec, on est plusieurs à penser que ça n'a pas sa place dans l'espace public, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les ministères, que ce soit à la SAC, ou etc., etc. Mais cette dame-là qui doit aller témoigner, ce que j'ai compris, c'est qu'elle était une victime, qui doit aller témoigner en cours. Là, est-ce qu'elle est dans sa vie privée ou est-ce qu'elle est dans l'espace public? Ça, je trouve qu'il y a un débat intéressant là-dessus. Puis, après ma barre, je vais peut-être te surprendre, Richard, mais j'ai tendance à être d'accord avec la décision qui va lui permettre de le faire avec un signe. Mais moi aussi, peut-être, après ma barre, j'ai tendance à être d'accord. Écoute, Mathieu, c'est parce qu'on dit, là, c'est que si on force ces femmes-là à enlever leur voile, elles n'iront pas témoigner en cours et donc elles n'iront pas témoigner contre leurs agresseurs. C'est ce qu'on dit. Donc, étant donné que c'est une croyance qui est tellement forte chez elles, on va respecter ça pour les amener à témoigner. T'en penses quoi? Non, je suis en désaccord. On nous a sorti cette cassette-là en France quand il y a eu la loi sur le voile à l'école. On a dit, les jeunes filles n'accepteront plus d'aller à l'école et vont se faire finalement scolariser dans des écoles confessionnelles très radicales qui vont les mettre à l'écart de la société française. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien non, tout simplement, elles ont enlevé leur voile et lorsqu'elles vont à l'école dans l'espace public, l'espace républicain, comme on dit en France, eh bien elles acceptent de se dépouiller de ces marques religieuses singulières. Je dirais une chose, cela dit. La question du niqab, ce n'est pas qu'une question religieuse, c'est une question politique. Le niqab, ce n'est pas que... Déjà que, en tant que tel, le voile peut poser problème d'un point de vue politique, mais c'est une déclaration, le niqab, de non-appartenance à la société occidentale. C'est une déclaration qui consiste à dire « je ne respecte ni les mœurs, ni les codes, ni les habitudes qui font en sorte que cette société est aussi une culture. Je ne refuse de m'intégrer et je demande à la société de se plier à mes préférences plutôt que de m'y intégrer en acceptant d'entrer dans une société qui a sa propre culture. » Je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais si mettons, une fille qui est agressée, OK, puis qui porte ce voile-là, si ça l'empêche, elle, là, de savoir qu'elle devrait enlever son voile, si ça l'empêche d'aller témoigner, mais la question, est-ce que... On entendait le même argument récemment en disant est-ce que la SAQ doit accepter la SAC, pardonnez-moi, permettre des permis de conduire, tests de conduire en français, en anglais, en roumain, en allemand, en multipliant les langues. Eh bien, on dit si je parle pas français, comment pourrais-je conduire si je ne parle qu'allemand? À un moment donné, il y a une règle qui s'appelle un espace public, un espace national, un espace commun. Là, on parle d'une victime d'un crime sexuel. Je pense pas qu'un procès pour agression sexuelle ou pour un crime sexuel, je pense pas que ce soit l'endroit pour régler les problèmes d'intégration des musulmans, par exemple, à la société québécoise. Là, on parle de quelque chose qui est complètement à part. Moi, j'ai souvent vu dans des procès pour agression sexuelle des victimes témoigner derrière un paravent parce que ça facilitait le témoignage. Je pense pas que ce soit l'endroit pour régler des grands problèmes de société comme l'intégration des immigrants ou des gens qui sont de confessions religieuses différentes. Là, je comprends pas cette affaire-là. C'est-à-dire, à un moment donné, les institutions sont les institutions. Si pour témoigner dans un procès X, je reprendrai la formule, porter le costume de Batman. Si, quant à moi, je dois me déguiser en ninja. En d'ailleurs, les différences, quelquefois, sont pas si marquées. Est-ce que je peux, au nom de mes croyances singulières, parce que sinon, ça froisse ma pudeur? À un moment donné, il y a des règles, et elles sont valables pour tous, et les convictions religieuses de chacun, éminemment respectables. Il y a un espace pour ça s'appelle la vie privée. Et par ailleurs, cette femme-là n'a pas demandé à aller témoigner. Hein. Je pense pas que ce soit... C'est pas la question. Je pense pas qu'elle a demandé à aller témoigner. Est-ce qu'elle est dans sa vie privée ou est-ce qu'elle est vraiment dans l'espace public? Je suis encore en train de réfléchir à cette histoire-là. On va réfléchir ensemble, mon cher Jérôme. Le tribunal, c'est l'espace public. Si pour vous, le tribunal, ce n'est pas l'espace public, vous ouvrez une notion très neuve dans l'histoire du droit occidental. Elle ne va pas là, elle va pas là pour le fun à témoigner contre quelqu'un qui a peut-être commis un crime sexuel contre elle. C'est pas quelque chose qu'elle fait de son plein gré avec beaucoup d'enthousiasme. Ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'elle aurait été agressée, puis elle porte le niqab, mais justement, ce voile-là, c'est pas censé décourager les agressions?
Bon, c'est pas pour ça qu'on dit aux femmes de porter le voile, c'est une autre question. Pour ne pas susciter le désir chez les hommes, c'est pas ça? Ben ça, je mélangerais pas. C'est-à-dire ça, la question de la perversion, du viol, c'est évidemment odieux. Ça, ça c'est réglons la question simplement, c'est odieux, et l'esprit pervers humain fait en sorte qu'il peut se porter sur des enfants quelquefois, comme sur des femmes en niqab. Ça, c'est une autre chose. Mais ce qui est marquant ici, c'est que nous sommes ici devant les institutions de l'État. Devant les institutions de l'État, il y a des règles communes. Et là, on découvre une chose aujourd'hui, c'est une société, ça vient aussi avec une culture, des règles. Voir le visage, ça fait partie mais Mathieu, ces femmes-là vivent déjà dans la peur, OK? Exact. Puis elles vivent déjà là, dans la coercition, elles vivent dans le silence. Honnêtement, vous parlez de celles qui ont le niqab ou de la femme violée dans les circonstances? C'est celles qui ont le niqab. C'est pas vrai, ça. Regardez, en France, il y a un militantisme islamiste radical de la part de certaines femmes musulmanes, pas toutes les musulmanes, loin d'eux, mais une certaine frange, qui portent le niqab comme un instrument de revendication politique. L'idée de la peur, moi, je vois ça autrement. On transforme aujourd'hui la logique des droits de l'homme, la logique des droits de la personne pour la retourner contre les sociétés occidentales trop molles pour affirmer leurs propres valeurs. C'est pas le bon forum pour discuter. Faut pas être dogmatique non plus. Moi, je pense qu'on doit tout faire pour favoriser et faciliter le témoignage d'une victime de crimes sexuels. On réglera ça ailleurs, les histoires de niqab et d'intégration des musulmans. Ailleurs que dans l'État? Si le tribunal, ce n'est plus l'espace public. Pas pendant un procès pour crimes sexuels, c'est pas l'endroit. On veut pas que le juge, on veut pas qu'une juge porte le niqab, on s'entend. On veut pas qu'une fonctionnaire porte le niqab parce qu'elle représente l'État. Ouais. Mais là, si on parle d'un témoignage dans un cas d'agression sexuelle... Je comprends la Et tu sais, de lui demander à cette femme-là d'enlever son voile, ça serait comme un autre viol. Non, parce que ça, ce serait pas un autre viol. Un viol, c'est un viol d'une dimension objective. Demander d'enlever le niqab, ce n'est pas un viol. Je n'accepte pas cette comparaison et encore moins cette assimilation. Et puis, à un moment donné, si vous soutenez l'idée que le niqab est un problème politique et culturel dans les sociétés occidentales, que l'islamisme n'est pas un fantasme, mais c'est une réalité quelquefois, il faut savoir mettre une barrière. Je ne vois pas pourquoi on ne la mettrait pas maintenant. Ce fut un débat assez corsé. Messieurs, restez avec nous. On va parler des cyclistes qui font du vélo l'hiver après la pause. Sujet un peu plus léger, mais qui peut nous taper ses nerfs de temps en temps. Les cyclistes qui veulent à tout prix faire du vélo l'hiver, Jérôme. Il semble qu'on en voit plus depuis 2-3 ans, des cyclistes en pleine tempête. Tu sais que nous autres, ici à Québec, l'hiver est plus tough qu'à Montréal. Hein? Mais on dirait que c'est la religion verte qui permet ça. Étant donné qu'eux autres, ils sont en forme, étant donné qu'ils polluent pas, on dirait qu'ils ont tous les droits. Moi, là, le banlieusard qui est dans son 4x4, je suis un petit peu bedonnant, je suis moins en forme qu'eux autres, je détruis la planète. Si je texte au volant à une lumière rouge, la police va me donner une contravention. Mais le cycliste qui roule en pleine tempête dans le banc de neige puis qui brûle des feux rouges, lui, il n'y a pas de problème, on le laisse aller parce qu'il est vert et qu'il a une conscience environnementale. Je suis tanné, là. Emmanuel Bérubé, sur notre page Facebook, nous a écrit « En autant que les cyclistes qui font du vélo l'hiver ne mettent pas ça sur la faute du conducteur automobile, s'il leur arrive quelque chose, il n'y a pas de problème. » Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu? Ben, je crois qu'à Montréal, on le voit là-dessus, il y a une perte de civisme, manifestement dans la ville. C'est-à-dire, déjà, entre les automobilistes, on joue du klaxon de manière brutale, de manière régulière. À Montréal est une ville où il y a un grand stress lorsqu'on conduit. Alors, si on ajoute à ça le fait qu'il y a les cyclistes, qui, bon, évidemment, ceux qui veulent faire du vélo l'hiver et qui en ont les moyens puis qui sont capables de conduire prudemment, tant mieux. Mais quelquefois, il y a un conflit entre les cyclistes et les automobilistes l'été. Alors, imaginez l'hiver, quand il y a de la grande tension sur les routes, c'est un indice parmi d'autres du fait que les tensions invisibles mais bien réelles se multiplient dans cette ville. Puis écoute, là, on réduit les routes là, pour laisser une place pour les pistes cyclables, alors qu'il y a de la slush, puis il y a de la glace, puis tout ça. Il y a une pénalisation de l'automobile aujourd'hui. L'automobiliste est d'une certaine manière coupable. Il n'est pas encore un converti à la religion verte, et plus encore, on s'inquiète de lui. Il pollue librement. En plus, il ne participe pas au transport en commun. Donc, il y a une espèce de soupçon qui pèse sur l'automobiliste. Et ça devient exaspérant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut partager la route, Jérôme. Oui, mais de partager la route, moi, c'est... Puis, je vais être bien clair. Moi, je pense que la très grande majorité des cyclistes se comportent bien en été, évidemment, entre autres. En hiver, là, je pense que c'est vraiment l'exception qui font du vélo l'hiver. Mais on dirait qu'il y a une minorité de cyclistes. Les autres, ils veulent partager la route, mais ils ne veulent pas partager les responsabilités. Ils ne veulent pas payer de plaques, ne veulent pas payer de tickets. Ils passent directement sur les stops. On brûle les feux rouges. Il y a une responsabilité aussi qui vient avec ça. Hein?
de vouloir partager la route. Mais on dirait que les responsabilités, c'est uniquement pour les automobilistes. Les cyclistes, eux autres, peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis, écoute, Mathieu, le cyclisme d'hiver, là, c'est pas évident. Il y a des gens qui le font bien, qui sont entraînés. Puis moi, j'ai pas de problème avec eux autres s'ils sont. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui décide de prendre le vélo l'hiver, je m'excuse, c'est dangereux. L'espèce je dirais, de bixilandisation de Montréal, c'est-à-dire, il y a quelque chose d'un peu exaspérant avec ça. Et tous le constatent. Il faut constater une fois que c'est limité à certains quartiers. Mais ceux qui, au nom, je dirais, d'un écologisme, tu sais, finalement, pour qui le vélo, c'est plus un moyen de transport plus efficace, mais ça devient l'expression d'une conscience verte supérieure. Alors ça devient exaspérant. Et on le voit à Montréal, une fois que c'est dit, je crois que le vélo est à prendre de plus en plus de place dans notre société. Il faudrait juste se rappeler qu'ici, c'est l'hiver en décembre. Jérôme, tu les aimes pas parce qu'ils te donnent mauvaise conscience. Quand tu es dans ton champ, tu regardes, eux autres sont en forme, eux autres polient pas. C'est pas qu'ils me donnent mauvaise conscience. Moi, je suis très bien, très à l'aise dans mon 4x4, mais ils se croient tout permis à cause de ça parce qu'ils sont meilleurs que nous autres. J'en ai vu avec ses enfants dans le banc de neige l'autre fois. Là. Allô, le jugement, à un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens. Mais notez bien, je donne un exemple. On en a parlé il y a quelques jours. Un automobiliste qui s'est mis à tabasser un cycliste, je pense qu'on a vu cette fois. Ça, c'est d'une brutalité sans nom, d'une stupidité, d'une imbécilité crasse. Alors, quand je dis que les règles du civisme tombent, effectivement, elles tombent de la part des cyclistes qui, quelquefois, se croient tout permis, mais il se passe du côté des automobilistes qui veulent se venger sur les cyclistes, quelquefois, en les collant sur le banc de neige, et ainsi de suite. Donc, de ce point de vue, juste baisser d'un cran la tension ne ferait de mal à personne. Tout à fait. C'est un employé de Radio-Canada, en fait, qui s'est fait tabasser par... C'est d'une brutalité, d'une idiotie sans nom. Bien sûr qu'on est contre la rage au volant. Jérôme, Mathieu, merci beaucoup. On s'en va pour le meilleur.